Alors, je continue sur les types de régime. Le second type de régime constitutionnel, c'est le régime présidentiel. Il est caractérisé par une séparation de pouvoirs dite rigide. Donc, on a vu, en ce qui concerne le régime parlementaire, que bien qu'il y a une séparation de pouvoirs, mais cette séparation n'empêche pas que les pouvoirs peuvent se débarrasser, c'est pas au sens propre du terme, mais dans le sens à dissoudre, destituer, faire démissionner le gouvernement, dissoudre le parlement, etc. Donc on ne se débarrasse pas du pouvoir, mais on le remplace par d'autres personnes. Puisque ça existe, ça montre qu'il y a une certaine interaction entre les pouvoirs, une interinfluence, une coopération parfois même, parce que s'ils coexistent, c'est-à-dire qu'ils coopèrent, qu'ils collaborent, et les choses vont bien entre eux, entre ces deux pouvoirs. Pour ce qui est du régime présidentiel, il est caractérisé, comme j'ai dit, par une séparation rigide. C'est-à-dire que ces choses-là, et notamment les mécanismes de responsabilité politique, ne sont pas existants dans un régime présidentiel. L'exécutif et le législatif n'ont pas, l'exécutif et le législatif n'ont pas des moyens d'action réciproques comme le régime parlementaire. Ils manquent de ces moyens. Ils ne sont pas existants. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait une collaboration, mais ces moyens d'action qui peuvent conduire à une dissolution du Parlement ou une destitution du gouvernement ne sont pas existants. Cependant, chaque pouvoir dispose de moyens de pression sur l'autre pouvoir, mais sans arriver jusqu'à la dissolution ou la destitution. Donc, je vais passer rapidement sur les caractéristiques. C'est un régime d'isolement de pouvoir. Donc, c'est une qualification de la nature de la séparation de pouvoir. Chaque pouvoir, il est soi-disant isolé. Isolé, c'est-à-dire qu'il exerce ses compétences constitutionnelles librement. Il ne peut être destitué ou limogé ou dissous. Ok? Donc, le pouvoir législatif ou exécutif sont entre guillemets isolés, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un isolement absolu, mais d'un isolement relatif, parce que on ne peut pas imaginer que le Parlement travaille seul dans un sens et le gouvernement travaille dans un autre sens. C'est pas concevable. Mais ce qu'on voudrait dire par isolement de pouvoir, c'est le fait que le Congrès, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, peut proposer des lois et il peut les voter par initiative, par sa propre initiative. Donc ça, c'est en théorie. Et il peut donc adopter des lois selon sa propre initiative. Le gouvernement ou l'exécutif exerce ses attributions, ses compétences également, indépendamment du Parlement. Il a des moyens pour ce faire. Et ça, c'est théorique, comme on va le voir. Parce que je viens de dire qu'il y a des moyens de pression de ces pouvoirs l'un sur l'autre. Sans
Donc, le législatif et l'exécutif sont organiquement et fonctionnellement indépendants. C'est ce qu'on voudrait dire par les pouvoirs isolés ou l'isolement de pouvoir. Donc, fonctionnellement et organiquement indépendants. La séparation rigide se manifeste par le fait que chacun des organes entre en fonction et quitte la fonction sans que l'autre pouvoir puisse intervenir. C'est-à-dire le Congrès est nommé selon son mandat prévu par la Constitution sans que ce mandat puisse être interrompu ou suite à l'intervention de l'exécutif. De même pour l'exécutif, il va exercer son mandat prévu par la Constitution sans que le Congrès puisse ou le Parlement puisse intervenir ou soi-disant changer le gouvernement, destituer un gouvernement et le remplacer par un autre. Donc ça c'est inconcevable dans un régime présidentiel. Aux États-Unis, le président est élu par le peuple comme les membres du Congrès. Donc, c'est une idée qui nous montre que la représentativité du président n'est pas moins importante que celle des membres du Congrès, des membres du Parlement. Bien sûr, les parlementaires sont les représentants du peuple parce qu'ils sont élus par le peuple, mais le président des États-Unis également, il est élu par le peuple, il représente le peuple, donc il n'a pas une importance inférieure à celle des députés ou des sénateurs du Congrès. Le Parlement ne peut destituer le président. On va voir que le Parlement pourrait cependant évoquer ce qu'on appelle l'impeachment. Donc, figurez-vous ici, lorsqu'on parle de l'impeachment, c'est une accusation pénale du président et non pas une responsabilisation du point de vue politique. Donc, si le président commet un crime ou un délit, dans ce cas-là, sa responsabilité pénale pourrait être invoquée. Vous voyez? Donc, à part ce cas-là, le Congrès ne peut destituer le président selon des mécanismes purement politiques. Ok? Donc, on parle ici de critères pénals. Donc, lorsque le président commet un crime ou un délit. Donc, entre parenthèses, le président américain, l'ex-président Donald Trump, c'est le premier président aux États-Unis sur lequel on a invoqué l'impeachment à 2 reprises au cours de son mandat qui a duré 4 ans. Donc, le Congrès américain a invoqué cette procédure pénale contre le président à 2 reprises bien sûr contre Donald Trump, contre le président Donald Trump. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. Celui-ci, c'est-à-dire le président américain, ne peut dissoudre le Parlement. Donc le Parlement, comme je dis, continue son mandat jusqu'au bout et selon, bien sûr, les lois en vigueur, sans que le président intervienne. La séparation fonctionnelle de pouvoir présente des exceptions. Donc, cette séparation fonctionnelle, bien qu'elle est existante, correspond à la séparation rigide du pouvoir.
Elle présente cependant des exceptions. Je peux citer un exemple. Le président, lorsqu'il nomme ses ministres, c'est-à-dire qui sont appelés aux États-Unis les secrétaires d'État, lorsqu'il veut les nommer, il doit avoir l'autorisation du Sénat, qui est la chambre haute du Congrès américain. Ça, c'est une exception, c'est une limite au pouvoir fonctionnel du président. Pour nommer les directeurs des agences fédérales, également, le président a besoin de l'autorisation du Sénat. Donc ça, c'est un exemple de ces exceptions qui parviennent à cette autonomie fonctionnelle. Alors, pour ce qui est des formes des régimes présidentiels, selon la situation politique, il se peut que l'un des pouvoirs soit plus fort que l'autre. Aux États-Unis, c'était invoqué par Andrew Wilson, il avait parlé une fois du gouvernement présidentiel et du gouvernement congressionnel. Lorsque le Congrès est plus fort, donc il est présent, il intervient, il peut peut-être limiter ou entraver la liberté du président, la liberté de décision, c'est-à-dire cette marge de décision dont dispose le président. Lorsque le Congrès peut intervenir pour limiter cette marge, on parle d'un gouvernement congressionnel. Lorsque le Congrès est généralement formé par la même coloration politique du président, c'est-à-dire lorsque le président dispose d'une majorité au sein des deux chambres du Congrès, la majorité qui a la même coloration politique que celle du président, c'est-à-dire appartient au même parti politique. Dans ce cas-là, le président se trouve plus libre dans ses décisions. Et dans ce cas-là, on parle du gouvernement présidentiel. Une autre forme du régime présidentiel, ça fait appel à la déformation de ce régime présidentiel, notamment dans les pays d'Amérique latine et en Afrique, par exemple, et également en Asie. Donc ces États ont connu des déformations du régime présidentiel parce que le président dans plusieurs de ces États domine tous les pouvoirs, pratiquement tous les pouvoirs. Le président concentre presque toute la totalité des pouvoirs entre ses mains. Donc, les apparences sont celles d'un régime présidentiel, mais la pratique est totalement différente parce que on est pratiquement dans un régime autoritaire et non pas présidentiel, démocratique, libéral. Donc, les apparences sont d'un régime présidentiel et la pratique montre autre chose. Par exemple, dans des États européens tels que la Russie, la Biélorussie et d'autres États de l'Europe de l'Est, on peut remarquer des tendances totalitaires, peut-être. Un président qui dure longtemps au pouvoir, une médiocrité des adversaires politiques. Par exemple, en Russie, l'opposition est faible, elle est médiocre. En l'occurrence,
le président actuel, Vladimir Poutine, dispose d'une très grande popularité. Il a une popularité intense et qui lui permet de rester dans le pouvoir, au pouvoir, et d'être réélu à chaque fois. Donc, sa représentativité, peut-être, elle est vraie, elle est authentique. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'opposition est affaiblie. Donc, la pratique fait tendre ce régime vers une déformation du régime présidentiel. Parce que la Russie se dit avoir un régime présidentiel. Bien qu'elle connaît des caractéristiques d'un régime parlementaire, l'existence de la motion de censure, l'existence d'un gouvernement responsable. Donc, ce sont des caractéristiques qui n'existent pas aux États-Unis d'Amérique, mais la situation du président comme étant le représentant de l'exécutif lui donne une place de détenteur de la quasi-totalité du pouvoir exécutif. Donc c'est une caractéristique d'un régime présidentiel. Il a, à vrai dire, plus de tendance vers le présidentialisme. C'est pas comme le régime français qui est qualifié d'hybride ou de mixte, où on voit un président fort, bien sûr, qui détient un pouvoir important, des pouvoirs considérables, mais ces pouvoirs considérables, le gouvernement en a de même. Donc, il dispose, lui aussi, de pouvoirs considérables. Ce qui veut dire que le pouvoir exécutif est partagé entre un président et un gouvernement. Donc, le régime mixte, il est caractérisé par l'existence d'un exécutif bicéphale, c'est-à-dire qui a deux têtes, dualiste. Il n'y a pas un effacement du rôle du chef de l'État. Celui-ci dispose de pouvoirs importants. Et à son côté, il y a un gouvernement qui dispose également de pouvoirs importants. Le gouvernement est généralement responsable devant le Parlement. Il pourrait être destitué par le Parlement, selon bien sûr les mécanismes de la responsabilité politique que sont la motion de censure et la question de confiance. Le président, il est irresponsable politiquement. Donc, on va essayer de détailler plus ces choses-là à travers les questions qu'on va voir, en donnant bien sûr les éléments de réponse à ces questions-là. Donc, les autres régimes constitutionnels. Je parle du régime mixte, qui emprunte des éléments du présidentialisme et du parlementarisme. Le régime de l'Assemblée, bien sûr, lors de la guerre froide, ce régime d'Assemblée était très répandu. Il était répandu, surtout dans les démocraties dites populaires, et non pas les démocraties libérales. Pourquoi? Parce que les démocraties populaires, les États socialistes, les États communistes, étaient gouvernés par, ou en général, par un comité du parti unique qui détient le pouvoir. Donc on trouve un parlement, on trouve un gouvernement et un chef d'État, mais au niveau de l'exécutif, qui prend les décisions? C'est ce comité-là. Bien sûr, le Parlement ne fait que adopter les lois proposées par le bureau central, généralement du Parti socialiste ou communiste. En Suisse, il y avait ce type de régime d'assemblée, mais selon la formule démocratique et libérale.
parce qu'il s'agit ici d'une représentativité des cantons suisses, parce que la Suisse est une confédération d'États ou de sous-États. Donc ces sous-États, appelés les cantons, sont représentés dans ce comité. Donc ce comité, si vous voulez, formé par des représentants des États formant la Confédération suisse. Plus que ça, en Suisse, il y a ce qu'on appelle l'initiative populaire, donc c'est un régime plus que démocratique qui dépasse la démocratie représentative existante dans les pays occidentaux démocratiques. Donc la Suisse, elle est plus démocratique. Et ce régime d'assemblée se manifeste par la mise en place de cette tendance vers une démocratie populaire ou une démocratie presque directe. Parce qu'il y a l'initiative populaire, le peuple suisse peut proposer des lois, peut s'opposer à une loi, par exemple. Il est toujours appelé à participer à un référendum pour déduire son point de vue, le point de vue du peuple, etc. Donc, c'est un régime d'assemblée, mais totalement différent des régimes d'assemblée, de l'assemblée qui existaient dans les États dits communistes ou socialistes. Donc, je vais m'arrêter ici. Il y aura plus de détails, bien sûr, à aborder à l'occasion de réponses aux questions. Donc, j'ai dit que ces questions ont été posées lors des années précédentes et couvrent presque la totalité de la matière. Je vais profiter à chaque fois de la réponse à une question ou à une autre pour donner plus d'éclaircissement sur des points ou des cas qui peuvent présenter des ambiguïtés pour les étudiants. Alors, je m'arrête là et on se trouvera dans le prochain enregistrement. Pause, bouton.